Parmi les différentes espèces qui arpentent la galaxie, les tyrannides occupent une place bien particulière. L'Imperium, le Chaos, les Orques, les Eldar et toutes les autres espèces Xénos contribuent à cette galaxie sombre où il n'y a que la guerre. Mais les tyrannides, c'est différent. J'adore cette comparaison, mais les tyrannides, c'est un peu comme les marcheurs blancs. C'est une force quasiment inarrêtable qui n'existe que pour répandre la mort dans un cas et tout dévorer de l'autre. Ce qui revient à peu près à la même chose, je vous l'accorde. Mais encore une fois, dans l'œuvre de George R.R. Martin, les marcheurs blancs sont une menace telle qu'elle a poussé de nombreux ennemis à s'unir contre une menace qui les dépassait tous. Et dans Warhammer 40 000, c'est pareil. Par exemple, lors d'un conflit entre les Tau et l'Imperium, l'arrivée d'une flotte ruche a poussé les deux camps à s'unir brièvement. Mais ce n'est pas tout, car la menace qu'incarne la Grande Dévoreuse est la plus grande inquiétude du dernier grand roi silencieux Zarek. Dans The World of the Silent King, on apprend que Zarek redoute grandement la menace tyrannide, au point même qu'il y a plus de 10 000 ans, il aurait conversé de l'arrivée de cette menace avec l'une des plus grandes figures de l'univers, Sanguinius. Et à l'heure actuelle, lorsqu'il s'est entretenu avec les Blood Angels et notamment Dante, il a présenté un masque du Primarque dans ses moments les plus gracieux. Et bien que les enfants de Baal ont d'abord pris ça comme une insulte, le souverain affirmait que c'était la preuve de leur accord. Une alliance ou à minima une entente entre les deux souverains. Une entente qui a de nouveau eu lieu entre les Nécrons de Zarek et les anges de Dante, luttant contre les tyrannides. Bien que cette association ne s'est pas spécialement bien finie pour l'Imperium, c'est de nouveau la preuve que la menace tyrannide pousse des ennemis naturels à s'unir face à une menace bien plus importante et qui semble surtout inarrêtable. Alors c'est pour ça que pour connaître en détail la menace qui arrive sur l'Imperium, qui est déjà là depuis bien longtemps maintenant, Titus en sait quelque chose. Ce serait pas mal de savoir les pires saloperies que ces cafards de l'espace sous stéroïdes peuvent nous sortir. On commence par une mention honorable parce que c'est une caste de créatures qui n'a pas d'individu nommé. Mais si on parle des pires créatures que cette espèce a proposées à la galaxie, on ne peut pas ne pas parler d'un fucking dragon. Oui, je sais, il y en a qui seront pas contents que je qualifie un Aridan de dragon alors que pour eux c'est plutôt une vouivre ou un wyvern. Mais passons, moi je vais qualifier ce cauchemar volant de dragon. Ces créatures sont de loin les plus grandes menaces volantes que la Grande Dévoreuse a présentées à l'Imperium. Ces colosses peuvent pour certains dépasser largement les 30 mètres de long. Mais d'autres individus peuvent être plus petits, montant certaines variations de taille chez les Aridanes. Ces horreurs ne sont pas aussi fréquentes que d'autres menaces tyrannides, mais lorsqu'elles arpentent l'atmosphère ou le ciel lors des batailles, c'est une menace que l'on ne peut pas ignorer. Et si juste le concept d'un dragon tyrannide ne suffisait pas, dis-toi qu'ils sont dotés d'un biocanon, avec lequel ils peuvent mitrailler le champ de bataille. Bah ouais, juste un gros dragon vénère, c'était déjà pas assez. Mais le pire, c'est qu'ils peuvent plonger sur le champ de bataille pour massacrer des adversaires au sol. Parce que la bestiole, elle a deux énormes griffes qui peuvent même retourner un tank. En gros, si t'es un Cadien, un Astartes ou même un tank, t'es pas à l'abri. Mais bon, sa zone, ça reste les airs, donc même en haut, t'es pas à l'abri. Parce que vu que c'est une créature organique, c'est pas aussi rapide qu'un chasseur. Mais l'Aridan compense avec sa grande mobilité. Son corps est si souple qu'il peut se tordre et se tourner pour éviter les tirs ennemis. Après, même si le match-up semble être à l'avantage des chasseurs impériaux grâce à leur vitesse, des rapports de bataille parlent de vaisseaux ayant été interceptés et croqués par cette bête lorsqu'ils étaient trop près. Et puis même, c'est déjà arrivé que ces horreurs ailées se jettent en mode kamikaze sur des vaisseaux pour les détruire. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont à leur disposition. Parce qu'en plus d'être des voitures béliers volantes, des dragons et des bombardiers, ils font aussi office de transport de troupes. Parce que ces colosses ont beau avoir une endurance quasi infinie, ce n'est pas le cas de toute la flotte aérienne tyrannide et notamment des gargouilles. Donc c'est fréquent que des hordes de gargouilles s'attachent au ventre du Aridan pour se déplacer sur des longues distances. Ce qui veut dire que tu peux apercevoir dans le ciel un fucking dragon et quand il arrive à ta portée, il te balance des gargouilles dessus. C'est juste un cauchemar. Et pour finir, il y a deux théories qui n'ont pas pu être vérifiées sur les Aridanes. Car ils ont deux ailes, deux griffes mais pas de pattes. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas arriver sur Terre et courir comme des poulets bien vénères. Donc possibilité 1, ils rampent comme des serpents quand ils atterrissent. Et possibilité numéro 2, une fois qu'ils sont lâchés dans les airs, ils ne réatterrissent jamais. Ce qui veut dire que si t'en as un au-dessus de ta tête pendant la bataille, s'il se fait pas éliminer, il restera au-dessus de ta tête. À peine flippant. Alors cette créature, je l'ai vue dans la bande-annonce d'une mission de Space Marine 2 et ça m'a fait revenir sur le jeu à cette période. Mais surtout, j'étais en mode what the fuck, c'est quoi ce monstre? Et j'ai eu la bonne réaction parce que là où l'Aridan est la plus grosse bébête tyrannide volante, le biotitan hiérophante, lui, c'est la plus grosse créature tyrannide qui n'a jamais été rencontrée. Et elle serait même comparable à un titan impérial. Oui, comme ça te permet d'imaginer la taille de la monstruosité. Généralement, tu vas les retrouver à l'avant-garde d'un très gros assaut des titis. Comme ça, vu que c'est un sac à PV, il va encaisser comme si de rien n'était
tout ce qu'il lui a envoyé à la gueule. Et une fois qu'il s'est approché suffisamment proche, il va pouvoir massacrer au corps à corps les forces de défense qui s'opposent à lui. Mais dans tous les cas, il a pas besoin d'attendre d'être à portée de griffe pour faire des dégâts. Puisque comme ces insectes de l'espace adorent avoir des canons, pourquoi le plus gros individu n'en aurait pas? Et ce canon a une capacité unique, puisqu'il va tirer une pluie bien trop corrosive pour tout ce qui existe. Et ça, peu importe la cible de ses projectiles. Elle se fera réduire en un misérable tas de bouillie. Et ce sera le même résultat si c'est un véhicule blindé, un mur ou un être vivant. Après là c'est que le début, parce que ce biotitan il a pas mal d'atouts pour faire un max de dégâts. La seule partie que l'on pourrait qualifier de vulnérable, c'est son ventre. Sauf qu'il y a un léger détail tout petit de rien du tout. C'est que ce fameux ventre il est protégé par ce que l'on pourrait appeler des lianes ou des tentacules. Et ces fouets de l'enfer sont là pour une bonne raison. Se débarrasser de tout ce qui s'approche un peu trop près. Mais de toute façon c'est possible qu'elle n'ait même pas besoin de bosser. Parce qu'en dispositif de protection, le corps du hiérophante dégage constamment un nuage de spores bien trop toxique pour que n'importe quelle créature autre qu'un tyrannide reste vivante à son contact. Et il faut savoir qu'à l'image des autres spécimens tyrannides, les hiérophantes s'adaptent et évoluent. Et en fonction de ce qu'ils ont besoin sur le champ de bataille, ils vont développer de nouvelles armes ou de nouvelles protections. Après tout, quoi de pire qu'un énorme titan surpuissant et blindé? Bah tout pareil mais qui en plus peut évoluer. Bon après pour le détruire, tu sais comment faire. On l'a fait dans la mission de Space Marine 2 dont j'ai complètement oublié le nom mais il apparaîtra quelque part par là. Faut juste le bombarder avec l'artillerie la plus lourde à ta disposition, sinon il restera vivant. En dernière mention honorable, on va encore retrouver un boss que l'on peut affronter dans Space Marine 2. Comme ça, si tu me crois pas quand je te dis que c'est une horreur, tu vas l'affronter et tu reviens pour me dire ce que t'en penses. On va pas énormément s'attarder dessus parce qu'on a un gros paquet d'horreurs tyrannides à découvrir. Mais dis-toi que c'est une espèce d'énorme serpent blindé, mais avec des grosses griffes qui lui permettent de percer n'importe quoi. Et le Trigon, il adore s'en servir pour creuser des tunnels dans le sol pour apparaître de nulle part derrière les lignes ennemies. C'est un sacré vicieux, sauf que le gros problème qui s'ajoute, c'est le gabarit de la bestiole. Parce que pour te situer, un Trigon c'est encore plus massif qu'un Carnifex. Et pour que tu puisses t'imaginer le tout, les Carnifex on en croise aussi dans Space Marine 2. Et si Titus n'avait pas eu la chance d'être sauvé, sa rencontre avec un Carnifex se serait encore moins bien passée. Malheureusement, sur certains mondes ayant une grosse activité sismique, on peut le confondre avec un tremblement de terre. Sauf qu'à la seconde où tu vois ce monstre jaillir des entrailles de la terre prêt à te déchiqueter s'il ne l'a pas déjà fait, tu sais que ça va être compliqué pour toi. Mais comme tous les tyrannides, il faut forcément qu'il ait une sorte de canon dans son arsenal. Le Trigon a une capacité unique. Lorsque les plaques qui forment sa carapace se frottent entre elles quand il creuse, la créature va se charger en énergie biostatique qu'il pourra recracher en un rayon électrique surpuissant au point que les cibles en seront brûlées jusqu'aux os. Mais en plus, comme les tyrannides fonctionnent par le biais d'un esprit ruche et forment un essaim inarrêtable plutôt que des individualités guerrières, comme la Ridane sert de transport de troupes pour les gargouilles, et les tunnels du Trigon servent aussi aux autres tyrannides. Parce que vu la taille de la bête, tu peux en faire passer des tyrannides dans le tunnel qu'il creuse. Donc ce qui fait pas du tout plaisir, c'est que si déjà t'as la malchance de voir un Trigon, y a de grandes chances que ce soit que le début des problèmes, parce que d'autres cafards bodybuildés vont rapidement sortir de ce tunnel. Bon, si je dois être honnête, je pense quand même que c'est moins hardcore qu'un Aridane, un Trigon ou un hiérophante. Mais vu que c'est une créature nommée, j'avais envie de la mettre plus haut. Et comme tu t'en doutes, le parasite de Mortrex sera découvert sur le monde de Mortrex, exactement. Et ce monde a pour caractéristique d'être un des mondes de l'Imperium les plus blindés. Elle se trouve dans l'Ultima Segmentum et chaque recoin de la planète a son propre bunker blindé. Et lorsque cette dite planète s'est fait attaquer par la flotte ruche Kraken, la garde impériale a magnifiquement tenu les défenses face aux assauts incessants de l'esprit ruche durant 5 jours et 5 nuits. La performance des gardes était impressionnante, ils étaient convaincus qu'ils avaient réussi l'impossible, repousser complètement une invasion tyrannide. Malheureusement, c'était en sous-estimant la capacité d'adaptation de ces horreurs. Au 10e jour du siège, les gardes postés en observation ont vu une étrange créature descendre du ciel. Une créature qu'ils ne connaissaient pas. Et on aurait pu croire que c'était carrément un guerrier tyrannide au vu du gabarit. Mais la bête avait des ailes. Elle a fondu en pic sur les soldats qui l'avaient repérée sans qu'elle ne puisse être abattue. Et elle avait frappé les gardes avec sa queue. Ce premier assaut sembla bref, mais en vérité, les gardes ont rapidement remarqué que la queue de la créature était dotée d'un dard. Et ceux qui ont été frappés pensaient maintenant être infectés par un nouveau venin. Mais il n'en était rien, car ils étaient maintenant infestés par des parasites aussi gros qu'un pouce. Ces saloperies dévoraient leur hôte de l'intérieur et du coup, une fois que la cible était contaminée, elle était incapable de survivre à ça. Les malchanceux qui assistaient
assistaient à ce spectacle étaient maintenant pétrifiés de peur. Mais le pire, c'est que les parasites pouvaient rester en sommeil durant des heures. Ce qui veut dire qu'un garde infesté pouvait se croire à l'abri jusqu'à ce que ses visiteurs décident de se réveiller. Cette créature a plongé la planète dans une aura de terreur constante, leur faisant comprendre que la mort pouvait venir s'emparer d'eux à tout moment. Au vu des caractéristiques de ces assauts, les gardes ont sobrement renommé la créature le parasite. Et ces assauts ont commencé à se répéter encore et encore, laissant à chaque fois une nuée de voraces après son passage comme si ce n'était pas déjà suffisant. Rapidement, l'atmosphère de la planète avait changé, le monde sûr et fortifié ayant résisté à la flotte ruche Kraken était maintenant à la merci du parasite, forçant même les gardes à se déplacer uniquement en véhicules blindés. Et même ces véhicules ne résistaient pas bien longtemps au parasite. 2 semaines après sa première apparition, le monde de Mortrex était maintenant infesté de voraces, et les carcasses des gardes impériaux et des vestiges de bunkers parsemaient la planète. Et l'existence de cette horreur a pu être confirmée et partagée au reste de l'Imperium grâce à un message d'alerte venant de Mortrex. Et même si depuis ces événements, le parasite de Mortrex ne s'est pas représenté sur un champ de bataille, tous les soldats de l'Imperium ont conscience de l'existence du cauchemar volant qui peut venir du ciel et s'abattre sur eux à tout moment. C'est donc avec un regard effrayé qu'ils surveillent les horizons. Avec ce monstre, c'est encore nos pauvres gardes impériaux qui vont prendre cher. Franchement, sans eux, l'Imperium serait bien dans la sauce. Respect. Cette fois-ci, ce sera sur le monde de Devlan, qui est un monde minier. Durant une vingtaine de jours, des événements se sont produits laissant deviner que quelque chose clochait. Ce que j'entends par là, c'est que des équipes entières de minage disparaissaient complètement. Les officiers en charge avaient tout d'abord imaginé qu'ils étaient partis en vacances tous au même moment. Bah quoi, faut bien garder le bon soupçon. Sauf que le doute a rapidement disparu lorsque de véritables mares de sang et des bouts de chair humaine traînaient dans les mines. Il n'y avait plus de doute, il y avait quelque chose sous la terre et quelque chose de très dangereux. Des escouades de l'Astra Militarum ont été envoyés pour se débarrasser de la créature. Mais malheureusement, la plupart ne sont pas revenus. Et ceux qui ont eu la chance de revenir n'ont pu ramener que de très maigres informations et à l'inverse d'immenses traumatismes. Mais la cause de ces massacres avait été identifiée. Une créature monstrueuse, dotée d'une carapace l'immunisant contre les tirs. Elle était aussi dotée de nombreuses pinces qui semblaient capables de percer n'importe quoi. Sa gueule était si immense qu'elle pouvait avaler un soldat d'un coup. Cette monstruosité tyrannide prendra son nom d'un trait physique particulier, sa carapace était d'une couleur rouge sang, lui donnant ainsi le nom de la Terreur Rouge. Les pauvres gardes impériaux ont vécu un véritable cauchemar de 20 jours. Les légendes que propageront les quelques survivants ne feront qu'être étoffées au fil des années, la rendant toujours de plus en plus cauchemardesque. Mais ce n'était pas la dernière fois qu'on allait entendre parler de cette machine à tuer rouge, car d'après les descriptions, une créature similaire aurait été observée sur d'autres champs de bataille à travers la galaxie, ayant toujours la même carapace rouge sang, et massacrant aussi brutalement et rapidement tout ce qui se dressait sur sa route. Mais il y a une question à se poser sur la présence de cette créature sur d'autres planètes que Devlan. Est-ce qu'elle était parvenue à quitter le monde minier pour rejoindre d'autres champs de bataille où se trouvait sa flotte ruche? Ou pire encore, et l'esprit ruche a réussi à décupler cet organisme pour en faire une troupe de choc d'élite. Et ça dans le but de la déployer sur de nombreux champs de bataille. La question reste sans réponse. Alors avec celui-ci, pour une fois, c'est pas nos gardes impériaux qui vont prendre cher. Cette fois, ça va être les Eldar et c'est grâce à leur légende que l'on connaît l'existence de ce tyrannide. Avant qu'on aborde son histoire, il faut savoir que le cauchemar que l'on nomme le fléau de Malantai est une forme évoluée du zoanthrope. Je vais refaire une ref à Space Marine 2, mais dans le jeu, on en affronte aussi. Et là, ça va être très perso, mais je les hais d'une manière. Wow, quel ennemi de mort, je les déteste. En tout cas, le zoanthrope, ce n'est pas un monstre physique comme le Carnifex ou le Harridan. Ce sont les créatures que l'esprit ruche a créées afin de canaliser son énergie psychique. Tout son corps est ainsi conçu pour l'optimiser. Mais si tu ne connais pas le fléau de Malantai, mon introduction assez légère ne t'aide pas à imaginer à quel point c'est un véritable cauchemar. L'histoire des Aeldari qui fait référence à cette créature est un véritable traumatisme pour leur espèce, car Malantai était autrefois le nom d'un vaisseau-monde et son fléau en a causé la perte. Après qu'ils sont parvenus à détruire la flotte ruche Naga, l'esprit ruche a craché un dernier bio-vaisseau et ce dernier, avant de se faire détruire, a tiré des spores sur le vaisseau-monde. Les Aeldari, conscients de la gravité de la menace, ont donné tout ce qu'ils avaient pour anéantir les différents monstres tyrannides, craignant les Carnifex et autres créatures. Les Eldar ont sous-estimé un zoanthrope qui s'était rendu dans le vaisseau
vaisseau monde. Mais là où les individus de cette race sont déjà dangereux sur le plan psychique, le fléau de Malantai leur était bien supérieur. La capacité d'adaptation de l'esprit ruche est assez impressionnante car les Aeldari sont connus pour être des individus dotés d'une énergie mentale particulièrement conséquente. Et il se trouve que le fléau était capable de l'aspirer. Ses pouvoirs psychiques étaient tels qu'il absorbait l'énergie vitale de ses victimes. Tel le baiser du détraqueur, c'était un vampire qui dévorait l'âme de ses victimes. Le plus terrible, c'est que les Aeldari, ayant le malheur de subir son courroux, sentaient leur âme et leur vie quitter leur corps. Et ce monstre a parcouru l'intégralité du vaisseau monde jusqu'à en atteindre le cœur. Et une fois qu'il l'a atteint, il était l'heure de passer au plat principal. Il a absorbé toute la vie et l'énergie vitale du vaisseau monde et après ça, le tyrannide était véritablement inarrêtable. Aucun Aeldari n'était en mesure de s'opposer à lui. Le fléau détruisait les installations à l'intérieur de Malantai et massacrait les faibles créatures qui passaient à sa portée. Quelques survivants ont tout de même eu la chance de s'en sortir et de s'enfuir. Et c'est grâce à eux que l'on a connaissance de cette chose. Depuis ce jour, Malantai n'est plus. Du moins, ce n'est plus qu'une épave vidée de toute vie qui dérive dans l'espace. Bien après ces événements, de courageux aventuriers ou des fous suicidaires sont retournés sur le vaisseau monde. Mais heureusement pour eux, il n'y avait plus aucune trace de la créature, mais malheureusement, ce coup de chance pour eux est une véritable fatalité pour la galaxie, car le fléau de Malantai est toujours quelque part. Généralement, tu l'as compris, les pires horreurs tyrannides se font assez facilement remarquer grâce à leur gabarit. Mais à part les Carnifex, les Biotitans hiérophantes et les Aridanes, l'esprit ruche a d'autres moyens de nuire à la galaxie. Et surtout, il est capable de stratégies et de finesses surprenantes de la part des tyrannides. Car là où on pourrait croire que l'unique stratégie de cette espèce venue d'ailleurs est d'écraser leurs ennemis sous le nombre, malheureusement, c'était sans compter sur l'apparition de la mort subite. Un tyrannide ayant un sens de la stratégie aussi redoutable que terrifiant. La mort subite était une forme unique et avancée du lictor. Ses capacités de camouflage le rendant pratiquement invisible étaient poussées à l'extrême, c'était un véritable fantôme. Et c'est le monde de Saint-Caspalan qui a été le premier à subir l'aura terrifiante de ce lictor. La vie au sein de la cité ne changeait pas à l'exception que la présence oppressante de la mort subite se faisait sentir. Ses victimes ne le remarquaient que lorsqu'il les avait déjà tués. Personne ne savait qui étaient les cibles de ce lictor, donc tous les habitants du monde le craignaient. Les soldats traquaient un monstre invisible sans même savoir où il pourrait se trouver, ni même quand est-ce que la créature allait leur tomber dessus. On a appris plus tard que c'était un organisme issu de la flotte ruche Léviathan. Et en soi, le travail d'assassinat discret, un simple lictor aurait très bien pu faire le job. Mais la mort subite avait un rôle différent. Au-delà d'être un assassin furtif, c'était le porteur d'une terreur unique. Il devait démoraliser la planète et terrifier les habitants. Et c'était chose faite, car plus le temps passait, plus l'esprit des soldats se brisait sous la terreur d'une mort qui pourrait surgir à n'importe quel moment. La mort subite était dotée d'un intellect et d'un instinct rares chez les tyrannides, car le monde de Saint-Caspalan avait un chef spirituel, le cardinal Salem, et la créature a deviné que sa mort n'aiderait pas sa cause, car elle n'aurait pour conséquence que de créer un martyr et de faire naître le sentiment de vengeance. Et dans un sadisme qui impressionnerait n'importe quel Emperor's Children, la mort subite a décidé d'aller au plus près du cardinal, passant toutes les mesures de sécurité dressées, et ça dans le seul but de provoquer un carnage chez les proches et les conseillers du cardinal, mais épargnant toujours Salem, afin de le laisser seul au beau milieu d'un bain de sang, ayant le sang de ses proches sur lui dans le seul but de le traumatiser. Durant 10 jours, le lictor répéta l'exercice afin de briser son esprit. Ainsi, la folie qui le prenait de plus en plus de savoir qu'il pouvait mourir à tout moment pesait de plus en plus sur les défenses de la planète. Son esprit a été brisé et Saint-Caspalan a été facilement envahi. Il n'y a que des sœurs de bataille à l'esprit imperturbable qui ont pu résister plus longtemps. Mais la stratégie de la mort subite avait fait ses preuves. L'esprit ruche l'a utilisé à de multiples reprises avant de briser l'esprit et le moral de ses cibles. Malheureusement, là où la mort subite aurait pu rester le fantôme meurtrier responsable de la chute d'une cité brisée, les événements sur Medusa 5 nous ont appris autre chose. L'esprit ruche a de dangereuses compétences lui permettant de s'adapter aux menaces qu'il rencontre. Par exemple, à un moment, les tyrannides étaient assez faibles contre le chaos. Et résultat, ils ont créé la flotte ruche Chronos, qui est littéralement une flotte anti-chaos. Et bien, la naissance de la mort subite, c'est un peu ça. Ils avaient besoin d'une créature pouvant semer la terreur. Et vu que les résultats ont vachement bien fonctionné, l'esprit ruche a décidé d'en faire une nouvelle forme de lictor. Car oui, la mort subite a déjà été repérée sur différentes zones de guerre et ça au même moment. Ce qui veut dire que c'est maintenant un nouveau genre de lictor amélioré que l'esprit ruche peut sortir quand ça lui chante. Et malgré la tentative d'extermination de cette nouvelle sous-espèce par l'Imperium, il y en a un qui a été capturé afin qu'il puisse être étudié. Et bah devine quoi, la mort subite s'est échappée. A fait une pause pour causer de nouveaux massacres et s'est encore échappé. Résultat, les invasions tyrannides sont maintenant encore plus dangereuses que jamais. Et ça car la mort peut surgir à tout moment.
Cette fois, on va encore parler d'un tyrannide qui a traumatisé nos gardes impériaux. Et vu qu'on a beaucoup parlé de Carnifex dans cette vidéo pour les autres tyrannides, il fallait bien que l'on s'intéresse au Carnifex nommé le Vieux Borgne. Et le Vieux Borgne c'en est un particulièrement balèze. C'était lui qui était à la pointe de l'assaut de la flotte ruche Behemoth sur le monde de Khals. Ce monstre inarrêtable balayait tout ce qui se dressait sur sa route. Que ce soit des pauvres gardes impériaux ou même des chars Lehman Russ, il ne pouvait tout simplement pas être stoppé. Les armes les plus lourdes à la disposition des gardes impériaux ne faisaient que le ralentir. Sa carapace conservant en souvenir les cicatrices des tentatives des gardes de le stopper. Malheureusement, rien ne suffisait. Ce char d'assaut vivant rempli de crocs et de griffes surpuissantes balayait tout sur sa route. La résistance du Carnifex n'était à aucun moment comparable aux autres individus de son espèce. Des attaques censées le tuer ne le blessaient que légèrement. Heureusement, un courageux garde impérial est parvenu à mettre un terme à sa folie destructrice en lui tirant un tir de plasma en plein dans le crâne, carbonisant la moitié de sa boîte crânienne, perçant son œil, lui donnant le surnom du Vieux Borgne et lui traversant le cerveau. Et là où les courageux défenseurs de Khals pensaient en avoir fini avec ce monstre, en réalité, ils se trompaient lourdement. Plusieurs décennies après le premier carnage causé par le Vieux Borgne, les aventuriers cupides et malchanceux ont retrouvé sa carcasse. Mais le bon sens ne les a pas épargnés. Ils ont dégagé le monstrueux cadavre qui se trouvait devant eux, dans l'espoir de trouver quelque chose qui aurait une quelconque valeur pécuniaire. Et lorsque l'un des aventuriers se tenait sur le corps qu'il pensait inerte, plaisantant et feignant d'être le héros qui avait triomphé du monstre, l'œil unique de la créature s'est ouvert, laissant échapper une lueur rouge meurtrière. Un cri terrible résonna dans la caverne, précédant les cris de terreur et de souffrance des aventuriers. Le Vieux Borgne était réveillé. Seul, loin de l'esprit ruche, la créature qui n'existe que pour tuer remplit son unique mission, provoquant des carnages terribles. Sortant de sa caverne dans le seul but de poursuivre les bains de sang qu'il avait commencé des décennies plus tôt. D'autres rescapés tyrannides de la flotte ruche ont senti la présence du Vieux Borgne. Le considérant comme un alpha, ils se sont joints à lui, formant une meute sauvage et sanguinaire. Ils ont attaqué de nombreux convois, des habitations et des cités entières partout sur Khals. Le gouvernement de Khals était en proie à la panique de voir une créature aussi dangereuse et inarrêtable ravager de nouveau leur planète. Et c'est ainsi qu'ils ont appelé à l'aide les Ultramarines. Les fils de Robout Guilliman ont dépêché le sergent Telion, un vétéran des guerres tyranniques, ainsi qu'une escouade de frères de bataille dans le seul but de se débarrasser de la créature. Malheureusement, tout ne se passa pas comme prévu. Le vétéran comprit le danger que représentait la créature monstrueuse. Aucune arme en leur possession ne pouvait traverser sa cuirasse. Il vit tous ses frères se faire massacrer sous ses yeux. Et alors que Telion était le dernier survivant, il a remarqué un point faible qu'il a décidé d'exploiter: l'orbite vide du Vieux Borgne. Ainsi, il logea une balle qui avait pour but de traverser le cerveau de la créature. Le monstre s'est mis à hurler de douleur. Le tir avait fonctionné. La créature s'est mise à tituber avant de chuter d'une falaise au fond d'une des nombreuses cavernes de la planète. Le vétéran reprit son souffle avant de descendre pour confirmer l'élimination du monstre. Mais malheureusement, aucune trace du Vieux Borgne. Toutefois, ce n'est pas la dernière fois que l'on entendra parler de la bête de Khals. Partout dans le royaume d'Ultramar, des histoires circuleront concernant des massacres perpétrés par un Carnifex étonnamment massif et résistant, ayant comme signe distinctif d'être borgne. Et pourtant, au moins autant de récits raconteraient comment des courageux défenseurs de l'Imperium auraient triomphé du monstre. Mais la description du Carnifex Alpha continue d'être mentionnée dans les rapports, la plus récente étant sur le monde de Tartaros lors d'un assaut de la flotte ruche Léviathan. Un monstre dont la carapace montrerait un historique de dizaines de batailles au vu du nombre de cicatrices aurait été vu ravager les défenses de l'Imperium. Maintenant, la question reste entière. Est-ce que c'est l'esprit ruche qui en produit de nouveau grâce à sa capacité d'adaptation? Ou bien est-ce que ce monstre est d'une endurance si redoutable qu'il revient toujours? S'il y a bien un genre de tyrannide dont le fait de dire qu'il est craint serait un euphémisme, c'est le tyran des ruches. Rien qu'avec le nom, tu captes normalement que c'est pas vraiment quelque chose de cool. Mais comme les différentes castes de tyrannides, certains individus sont plus redoutables que d'autres. Et chez les tyrans des ruches, il y en a un qui se distingue comme la plus grande menace de cette espèce. Une créature aussi vieille que l'esprit ruche lui-même. La créature créée pour incarner ce fameux esprit ruche. C'est son héros, l'envoyé de la grande dévoreuse, le maître des essaims. Encore une fois, on affronte un tyran des ruches dans Space Marine 2, comme ça si tu y as joué, tu peux visualiser l'ampleur de la menace. Et bien pour te faire comprendre ce qu'est le maître des essaims, il est au tyran des ruches ce que le tyran des ruches est au Termagant. Mais au-delà de sa puissance juste délirante, le maître des essaims s'est fait connaître lors de la première guerre tyrannique. Et il sera même responsable d'un grand nombre de carnages tels que l'extinction de la civilisation Brinar ou même l'anéantissement de la Wag Gorgluk, qui se sont passés à plusieurs siècles d'intervalle. Et ce qui est étrange également,
finalement, c'est que ces différents carnages dont il a été à l'origine ont été commis par différentes flottes ruches. Ce qui voudrait dire que cette créature a véritablement une connexion des plus puissantes avec l'esprit ruche. Car certes, le maître des essaims est une créature surpuissante, mais elle n'est pas invincible car elle a déjà été vaincue à plusieurs reprises. Mais systématiquement, l'esprit ruche le fait revenir, plus intelligent et plus puissant qu'auparavant, s'adaptant toujours. Ce monstre est une véritable anomalie parmi les tyrannides, car non seulement il est bien plus puissant que les autres membres de son espèce, mais son existence semble être une obligation pour l'esprit ruche. Et son sens de la stratégie et de l'indépendance est juste terrifiant pour un tyrannide. Parce que oui, vu que la créature est constamment ressuscitée avec ses souvenirs et de l'expérience accumulée, donc elle apprend. Et cette monstruosité que l'on pourrait penser capable que de causer des carnages est en vérité un redoutable stratège qui est même parvenu à surprendre les ultramarines à plusieurs reprises lors de la bataille de Macragge. Mais revenons avant la bataille de Macragge, lorsque l'Imperium a découvert les tyrannides. Lors de la destruction du monde de Tyran, dont l'espèce sera d'ailleurs renommée d'après le nom de la première planète qu'ils ont détruit. Et c'était ce fameux maître des essaims qui avait mené les derniers assauts, s'illustrant dès la découverte de son espèce comme une menace juste exceptionnelle. Après que la flotte ruche Behemoth, dirigée par le maître des essaims, a éradiqué d'autres mondes à proximité de Tyran, il était l'heure de s'attaquer à d'autres mondes. L'invasion a donc continué dans le secteur d'Ultramar et ses sauterelles sous stéroïdes ont pris la décision de tenter d'envahir Macragge, qui est quand même le monde chapitral des ultramarines. Heureusement, grâce à l'inquisiteur Cryptman qui avait découvert l'existence des tyrannides, Marneus Calgar a pu préparer des défenses à la hauteur de la menace qui arrivait, car il avait bien conscience que si la flotte n'était pas stoppée ici, elle ne le serait jamais. Alors que les combats se déroulaient partout sur Macragge, l'esprit ruche avait compris que sa menace principale était Marneus Calgar, le maître de chapitre. L'intelligence mère a ainsi pris la décision d'envoyer le maître des essaims pour se débarrasser du maître de chapitre, afin de faire entrer en collision les deux plus grandes menaces de chaque camp. Toutefois, les ultramarines allaient découvrir que la véritable bataille allait commencer. Le sergent Télion, dont on a parlé un peu plus tôt face au vieux borgne, réalisera quelque chose de terrible. La horde sauvage à laquelle il faisait face était comme métamorphosée. Depuis l'arrivée du tyran des ruches Alpha, la sauvagerie avait laissé place à la stratégie, et la horde se montrait plus redoutable que jamais à cause de ses méthodes. Et le pire était à venir, car les Xénos semblaient encore plus forts lorsque le maître des essaims était à leur côté. Et d'un mètre à l'autre, le tyran sembla provoquer Calgar avant de se ruer vers lui. L'ultramarine était certes un guerrier légendaire dont les compétences n'étaient plus approuvées, mais il ne faisait pas le poids. Il a été vaincu en duel et aurait été éliminé sans l'intervention de sa garde d'honneur et de son courageux commandant nommé Aloisius. La garde d'honneur ultramarine affrontait les gardes des ruches. Comprenant que la bataille était perdue, des Thunderhawks sont arrivés pour extraire les survivants pendant qu'Aloisius et ses hommes retenaient le tyran. Le brave commandant a pu retenir suffisamment longtemps le monstre pour que son maître de chapitre soit sauvé, mais au prix de sa vie. Avec Calgar hors jeu, le maître des essaims pouvait massacrer librement Macragge et avait même anéanti l'entièreté de la première compagnie des ultramarines. Mais heureusement pour l'Imperium, ils avaient vaincu la flotte ruche dans l'espace et elle fut contrainte de fuir avec les hordes terrestres. Des rumeurs commenceront à circuler sur le trépas du maître des essaims, mais aucun cadavre ne sera retrouvé et d'étranges récits concernant une créature monstrueuse sur la planète commençaient à naître. Après la bataille de Macragge, nul ne savait si le terrible monstre qui amplifiait à lui seul la menace tyrannide était toujours vivant. Et la réponse à cette question sera donnée lors de la bataille d'Ikar IV. La flotte ruche Kraken avait envahi le monde et Calgar et ses ultramarines étaient partis le défendre. La vérité éclata. L'assaut tyrannide était mené par la réincarnation du maître des essaims. Et un nouveau duel éclata entre lui et Calgar. Un duel à l'issue différente puisque le maître de chapitre des ultramarines triomphera du maître des essaims dans un affrontement légendaire. Sans leur maître, les tyrannides étaient bien moins redoutables et la victoire revenait à nos boys in blue. Mais à quel prix? Car Ikar IV avait subi des pertes inconcevables et était maintenant en ruine. La dernière apparition connue du maître des essaims sera lors de la tragique dévastation de Baal. La flotte ruche Léviathan avait pris pour cible le monde de Sanguinius. Le conflit était sanglant autant pour les tyrannides que pour les Blood Angels et leurs chapitres successeurs. Mais la bataille fut perturbée par l'ouverture de la Grande Faille et de l'arrivée du démon Kabanda et d'autres envoyés de Khorne. L'ouverture de la Grande Faille a grandement perturbé le lien entre les tyrannides et l'esprit ruche. Et lorsque ce lien a été rétabli, les Blood Angels ont pu être sauvés par l'intervention du légendaire Sanguinor et de la Légion des damnés. Le combat final aura lieu après que le Sanguinor ait désigné le maître des essaims comme étant l'ennemi principal à abattre. Le monstre se jeta sur Dante, le maître de chapitre des Blood Angels, et dans un duel impressionnant où chaque adversaire a failli mourir à de multiples reprises, Dante se faisant empaler et percer un cœur et le tyrannide se faisant couper les bras, le plus grand maître de chapitre de l'Imperium triomphera finalement en explosant le crâne du tyran. Et la flotte ruche perdit le conflit avec l'arrivée de Robut Guilliman. Bien que cette défaite aurait permis au tyrannide de porter un énorme
énorme coup à l'Imperium. Nous savons tous que le maître des essaims reviendra, encore plus puissant et dangereux que jamais. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'en apprendre plus sur cette espèce horrible et terrifiante que sont les titis. Dis-moi en commentaire selon toi lequel est le plus dangereux et si jamais j'ai oublié des tyrannides particulièrement vénères. Je te remercie, n'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours. Somebody get me through this nightmare.